Bonjour, merci pour cette invitation. On est ravis de présenter ce symposium Astellas, donc dédié aux recommandations sur la prise en charge du cancer de prostate métastatique résistant à la castration. Donc on va articuler cette présentation autour d'un cas clinique. On va débuter sans plus tarder. Ah, vous n'avez pas les diapositives. En fait, elles sont sur le... Peut-être on aurait dû vous les donner au fond. Ah, joli, merci. Nos liens d'intérêt. Donc on va commencer avec ce patient, Monsieur M. Il a actuellement 68 ans. Il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate 3 ans auparavant, en 2019, à l'âge de 65 ans, devant une altération de l'état général. Il avait perdu du poids. Sur son premier PSA, il était à 97. Et des biopsies de prostate sont réalisées qui retrouvent un cancer de prostate à haut risque avec un ISUP5, glisone 9. Sur l'IRM, ce patient avait une maladie PT3, donc localement avancée, et il a un bilan d'extension comme recommandé par scintigraphie osseuse et scanner thoraco-abdominopelvien. Et sur ce bilan d'extension, il est métastatique d'emblée, donc il a essentiellement des lésions osseuses, à la fois rachidiennes, avec 5 lésions sur le rachis, le sacrum, le bassin et les côtes. Au niveau du scanner, il n'y a pas d'adénopathie, pas de lésions viscérales. Et donc si on définit le volume métastatique de ce patient selon le Chartet, c'est un patient à haut volume, puisqu'il a plus de 4 lésions osseuses, dont au moins une lésion en dehors du rachis et du sacrum. Donc en première ligne, ce patient a reçu un traitement associant une hormonothérapie avec du docétaxel d'emblée. Donc vous voyez sur le diagramme qui est en bas que le patient, lorsqu'il a commencé son traitement, avait un PSA à 255. Donc il était monté assez vite pendant la prise en charge diagnostique. Et donc sous hormonothérapie plus docétaxel, le PSA descend rapidement jusqu'à un nadir de 0,28. Donc il est diagnostiqué, il débute son traitement en octobre 2019 et il atteint son nadir en août 2020 avec un PSA à 0,28. Alexandra, c'est des cas interactifs, donc si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à interrompre. Moi j'ai une question, glisone 9, est-ce que vous demandez une neuroendocrine, la composante neuroendocrine de manière systématique ou pas? Nous, non, dans mon centre, on ne la demande pas de manière systématique. Je ne sais pas si vous le... Non, les anapathes le font assez systématiquement. Oui, je Ouais, pense ils qu'on regardent a quand même. glisone haut à Après, il a un partir de PSA 8,9. élevé. Oui. Donc dans ce cas-là, c'est un petit peu moins fréquent. Parfois, il y a les deux. Mais... Il y a les deux il y a des composantes. C'est bon. Donc ce qui se passe, le PSA chute et puis on voit sur la courbe qu'on ne voit plus. Non, vous nous voyez, nous. Vous nous voyez, nous, croyez-moi sur parole, le PSA de ce patient va ensuite remonter progressivement jusqu'à atteindre 4,2 en mai 2021. Donc on est là dans la définition du CCAFU, de la résistance à la castration, puisque ce patient, je ne vous le montre pas, mais avait bien sûr une testostérone qui restait indétectable, qui était inférieure à 0,5, et donc son PSA augmente, dépasse 2. Il n'a pas de progression radiologique, mais il est défini comme résistant à la castration. Et donc ma question Excusez-moi, est-ce que je peux vous interrompre, pardon. Vous avez choisi l'option de traiter par chimiothérapie plus la déprivation au stade hormonosensible. Est-ce que, c'est-à-dire, bon, en 2019, on avait déjà les données sur les hormonothérapies de nouvelle génération, ENZA n'a pas ABI déjà auparavant. Est-ce que vous auriez préféré les hormonothérapies de nouvelle génération par rapport à la chimiothérapie, ou vous avez basé votre choix sur quels critères exactement? Ouais, alors je pense que ça se discute. On est sur un patient jeune, il avait quand même une vraie altération de l'état général, il était fatigué, il avait perdu du poids, il était défini comme un haut volume, donc on a choisi cette option. Après, en fonction du contexte de patient, son état général, effectivement, il y aurait pu avoir tout à fait comme alternative de le mettre sous hormonothérapie de nouvelle génération. Et si en 2023, vous partirez pour la triplette? Oui, je pense que ça se discute chez ce patient qui a 65 ans et on pourrait tout à fait se poser la question du triplet d'emblée. C'est peut-être la seule indication de la triplette. C'est les patients qui sont jeunes et des maladies agressives et qui ont des glisones élevés. Ouais. De novo. Et des novos. De novo. Oui, ça peut se discuter. On peut les traitements sous hormonothérapie, laisser 3 à 6 mois, voir comment ils évoluent, et s'ils regagnent en termes de poids, en termes de qualité de vie, à ce moment-là, leur proposer la chimiothérapie. Ouais. Après, les chimiothérapies, je pense que le docteur Voilà elle sera d'accord, c'est les chimiothérapies par le docétaxel qui sont assez bien vécues par les patients, qui sont bien supportés. Donc les effets secondaires sont présents, mais quand même assez tolérables. On peut aussi discuter la radiothérapie sur la loge prostatique en combinaison. Ouais. Donc là, chez ce patient, le choix a été fait d'une hormonothérapie plus docétaxel. Il est au stade de la résistance à la castration. Et donc, quelle va être l'option de traitement chez ce patient en deuxième ligne après docétaxel?
Docteur Ohala, vous avez une suggestion pour nous? Ah bah, je vous ai identifié. Il y a d'autres oncologues médicaux dans la salle pour que je ne sois pas tout le temps en train de harceler. Ah, très bien. Donc nous avons une autre collègue, oncologue médicale, et c'est tout? Ok, très bien. Donc vous serez les deux. Voilà, parce que c'est vrai que ce type de patients sont plutôt entre vos mains, même si on les voit en France de façon alternée entre oncologue médical et urologue. Mais surtout vous qui allez gérer ça. Alors, le choix pour ce patient. Il y a une bonne réponse du PSA initial. De cet Axel. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, l'histoire du re-challenge, ça ne se discute pas. Donc, même s'il y avait une bonne réponse initialement de cet Axel, il est toujours en bon état général, oui. À conserver et tout. Bon, elle est biologique. Oui, ah, que absolument. Biologique. Que biologique. Que biologique. Oui. 4,2 le PSA. Et l'imagerie, est-ce qu'on a une imagerie qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé. Il y a toujours les 4 lésions moins intensives au niveau des... Voilà. Et 0,28 le Nadir. Ok. Allons-y. Et voilà. Mais est-ce que votre imagerie moléculaire va changer votre traitement? C'est ça le problème. Oui. Je pense déjà qu'on est à un stade de résistance à la castration. Bon, donc de ce fait-là, le fait de faire un PCMA, par exemple, en plus de savoir si on a une progression osseuse méconnue sur l'imagerie conventionnelle, par exemple, on pourrait avoir justement, si c'est un PCMA positif, ce qui va le rendre éligible ultérieurement au lutécium, probable. Déjà, mais pas maintenant, après. Donc c'est légitime d'y penser. S'il y a des cas de lésions osseuses seulement, on pourrait les irradier. Ça pourrait être une maladie oligométastatique et on pourrait éventuellement les irradier s'il n'y a que ça. C'est ça, Alain? Non, mais ce qu'on cherche, c'est que le traitement chimiothérapique initial a pu décapiter les souches peu différenciées très agressifs. Bon, on voit qu'il est en réévolutivité avec faible PSA et une maladie tumorale qui n'a pas grandement évolué. Donc peut-être qu'on a sélectionné certains clones. Ce qu'on cherche, c'est à espérer que ce patient rentre dans une histoire chronique alors qu'il était mal parti. Donc il faut qu'on lui donne les chances de rentrer dans une histoire chronique. Et comme il nous manque des éléments de sélection, alors on va essayer de lui donner ses chances en étant un peu pragmatique. Donc l'idée, on a toujours théoriquement et stratégiquement en tête ligne 1 de chimio, ligne 2 de chimio, cabazitaxel, etc. Ça, c'est de la théorie et c'est sur papier. En pratique, on sait qu'il est jeune et qu'il aura à un moment son cabazitaxel. Donc ce qu'on veut, c'est préserver sa qualité de vie et essayer des stratégies qui peuvent sortir un peu du cadre en restant, entre guillemets, pseudo-curatif du patient métastatique. Donc si on a la chance, alors, pseudo, on est d'accord. Néanmoins, étant donné les longs survivants dans les cancers de prostate, on est plus enclin à faire cela avec la prostate, BRCA ou pas, qu'avec le pancréas. Donc on aime bien cette histoire. Alors, l'idée, c'est, si on a un TEP qui fixe sur 4, 5 lésions aujourd'hui, ne serait-ce que pour se garder les lignes de chimiothérapie et parce qu'on a montré qu'on pouvait augmenter la survie dans les essais de phase 2 et qu'on a de la stéréotaxie avec quasiment pas d'effet secondaire, effectivement, imagerie fonctionnelle, destruction des cibles, et on voit si on a une réponse, pourrait nous permettre de ne pas griller des lignes de médicaments et arriver à pousser un peu sa ligne à celui-là. Mais ça va se discuter chez un patient qui a éventuellement une métastase, mais chez un patient qui a 5 métastases du rachis, je ne crois pas qu'on va partir dans un traitement local des métastases à 68 ans. Alors c'est pour ça, c'est pour ça que parallèlement à ce congrès, là où on se rend dans une demi-heure, on a fait hier la revue sur oligométastase et la revue de littérature. Et on ne sait pas si c'est moins de 5 métastases, moins de 3 métastases, mais on a quand même énormément de littérature sur ces oligométastases. Et je pense qu'en matière de cancérologie prostatique, avec les données dont on dispose, ça fera l'objet d'une autre session qu'on organisera ensemble. On peut raisonnablement, à 5 métastases, garder ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Il ne faut pas irradier tout le monde, mais il faut chercher à lui donner de l'espoir. Il ne faut pas garder ça comme message de la session. Non, mais il a quand même des métastases en dehors du rachis, n'est-ce pas? Donc, il a quand même... Oui, bien sûr, ce monsieur, il a 5 métastases du rachis, il a le sacrum, il a les côtes. Bon. Voilà, donc ça le rend à haut risque.
oligométastase, ça ne va pas changer vraiment les décisions au stade de résistance à la castration, si ce n'est pas uniquement dans le métastatique hormonosensible pour voir est-ce qu'on irradie le primitif ou pas. C'est-à-dire en résistance à la castration, je ne vois pas que ceci va vraiment impacter significativement, à part pour les radiothérapeutes, pour faire des stéréos bien sûr, dirigés sur les sites qui sont encore là, 600 oligo peut-être. Mais je vous propose qu'on avance dans le cas clinique parce qu'il y a encore beaucoup de choses à discuter. Juste à Nadir 028, voilà, c'est à Nadir 028 où on aurait abordé l'imagerie fonctionnelle. Et on fait la différence entre l'image résiduelle qui flash et qui flash pas à la colline ou au PSMA, parce que peut-être que les clones résistants, ils proviennent de ces métastases non éteintes. Donc on aurait une première approche à 0,28 en imagerie fonctionnelle pour avoir des traitements locaux un peu destructeurs. Et on aurait une deuxième approche qui dépend de l'imagerie métabolique. Encore une fois... oui, voilà, c'est très empirique parce que malheureusement, la place de l'imagerie métabolique n'est pas entrée dans les recommandations, dans les stratégies de suivi des patients et dans les stratégies de changement de ligne de traitement. Pas encore, mais ça viendra peut-être. Mais on a un essai en cancérologie qui regroupe prostate, poumon, côlon et sein, qui est l'essai COMET, qui a été publié dans le JCO. On augmente, c'est un phase 2 randomisé, la survie des patients chez qui on fait meilleure stratégie médicale versus meilleure stratégie médicale et stéréotaxie. Et ce qui nous intéresse, c'est les 30% de longs survivants à 5 ans. Et en matière de cancéroprostate, c'est là où on avait les meilleurs résultats. Donc l'idée, c'est de dire, soit on est académique et il faut l'être, soit on va chercher à sortir ce patient si on peut. Allez, on avance. Donc ce patient, il a eu une première ligne par docétaxel, et là, il est résistant à la castration. Qu'est-ce qu'on lui propose en deuxième ligne ? Alors, ce qui est intéressant, et ce que je dis souvent à mes patients, c'est que plus vous avancez, plus on va avoir des lignes de traitement. À peu près tous les 2 ans, on a une nouvelle arme thérapeutique pour traiter ces patients. Donc vous avez la liste non exhaustive, exhaustive, je veux dire, sur la diapositive qui va vous être représentée. Il va bien sûr falloir prendre en compte le patient, sa qualité de vie, sa fatigue, et garder en mémoire que si en effet 100% des patients vont recevoir une première ligne de traitement à ce stade de résistance à la castration, il n'y en aura que 70 qui auront une deuxième ligne de traitement et 30% qui auront 3 lignes de traitement. Donc tout ça doit rentrer en compte dans notre décision en bien sûr intégrant la compliance du patient face au traitement. Parfois, les comprimés, ils ne les prennent pas forcément, ou ils font leur propre petite sauce en prenant 1 ou 2 comprimés de temps en temps. Il faut faire attention aux interactions médicamenteuses, surtout chez les personnes âgées qui ont d'autres traitements. Il faut intégrer, on en parlait, l'imagerie, la progression, le PET choline, le PET PSMA, mais c'est, vous voyez, encore avec des points d'interrogation. Et puis, discuter le rôle des corticoïdes, on va revenir là-dessus. Alors, si on regarde les recommandations de l'Association française d'urologie sur les premières lignes de traitement des patients qui sont métastatiques résistants à la castration, il faut bien sûr poursuivre le traitement androgénique classique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un seul essai qui a été évalué sans cette ligne, donc forcément, ça reste dans les recommandations. Il n'y a pas d'indication à réaliser une manipulation hormonale avec les androgènes de première génération, Casodex et autres, ça on le sait. Il n'y a pas de facteur prédictif clairement identifié pour choisir le traitement le plus adapté entre une nouvelle hormonothérapie ou une chimiothérapie. Et en cas de tumeur neuroendocrine ou en cas d'échappement rapide à une première ligne, une chimiothérapie est préconisée si l'âge et l'état général le permettent. Chez les patients qui ont reçu traitement hormonal plus les hormonothérapies de nouvelle génération dans la phase d'hormonosensibilité, le conseil est d'aller vers un traitement par docétaxel. Et si le patient, comme le nôtre, a reçu en première ligne le docétaxel, on partirait plutôt sur une hormonothérapie de nouvelle génération. Et c'est ce qu'a reçu le patient. Il a reçu de l'acide d'abiraterone associé à de la prednisone. Et alors, donc sur la base de l'étude Cook qui était sur la diapositive précédente, donc ce patient il a été traité en deuxième ligne, donc par acétate d'abiraterone plus prednisone, avec une réponse sur le PSA qui passe de 4,26. On était donc au début de l'acétate d'abiraterone en mai 2021. Et donc il descend jusqu'à un nadir de 1 en décembre 2022.
21 et ensuite va assez rapidement remonter avec un PSA qui repasse à 1,4 en mars 2022, donc moins d'1 an après le début du traitement par acétate d'abiraterone. À ce moment-là, vous constatez qu'on a fait un switch prednisone pour docétaxel. Donc ce switch dexaméthasone, pardon. Donc ce switch de prednisone vers dexaméthasone sous abiraterone permet d'obtenir des réponses sur le PSA et des réponses radiologiques dans 30 à 50% des cas. Ça permet donc d'épargner, en fait, de retarder un petit peu le recours à la ligne suivante en médiane de 6 à 8 mois. Et donc c'est ce qui a été fait chez ce patient, mais malheureusement chez ce patient ça n'a pas eu d'effet puisque vous voyez que le PSA continue de monter, il est à 3,8 au moment du switch et il continue de monter jusqu'à 5,1. Donc il a une première ligne par docétaxel, une deuxième ligne par acétate d'abiraterone, il progresse au niveau biologique. Quelle va être la ligne suivante? Alors, on va demander au docteur Ouala et à notre... Oui, mais alors super court, hein. Oui. Juste un mot. Un traitement, je veux dire. CARD, donc cabazitaxel. CARD. Ok. Enzalutamide. C'est ça. En fait, vous pouvez dire 4 mots au total pour le tableau de la diapositive suivante. Cabazitaxel aussi. Cabazitaxel aussi, d'accord. Qui vote pour le cabazitaxel? Qui vote pour l'enzalutamide? Oui. Attention, bonne question. On va en parler. Une recherche de mutation et à ce moment-là, de PARP pour le docteur Rosé. Les autres, vous avez lâché la main et... Non, vous n'avez pas de commentaires. Alors, Ok, c'est pas si mal. eh ben, c'est bien. Alors, bien sûr, dans les hormonothérapies pour les deuxièmes lignes de traitement, on poursuit la suppression androgénique. Oui, Là, il est troisième ligne. On poursuit la déprédation androgénique. La chimiothérapie va être en effet le traitement de référence après l'échec de docétaxel et ça va être le cabazitaxel. Alors voilà un petit peu toutes les différentes possibilités qu'on a. Donc cabazitaxel, CARD, c'est ce qu'ont choisi nos oncologues médicaux. Olaparib avec l'inhibiteur de PARP pour le docteur Roset. Le lutetium PSMA, pour l'instant, il est peu symptomatique ou pas symptomatique notre patient, donc on peut se garder de côté et l'évaluer un petit peu plus tard. Alors, résultat, comment est-ce qu'on choisit? Parce que finalement, on a 4 options thérapeutiques, donc il va y avoir du moléculaire, effectivement, éventuellement avec la recherche de mutation. Est-ce que il va y avoir des patients chez qui il y a plutôt une indication à un switch pour une nouvelle hormonothérapie? Est-ce que ça se discute? Est-ce qu'on prend en compte l'état général, les comorbidités, la progression? Qu'est-ce qui nous aide à choisir une ligne ou l'autre? C'est un petit peu les résultats de la littérature sur ces différentes options. Premièrement, les switches, on sait qu'il y a des résistances croisées entre abiraterone et enzalutamide. Donc finalement, ce switch est peu intéressant ou va vous faire permettre de gagner quelques mois, mais finalement, ça ne va pas révolutionner la prise en charge. Vous avez cette étude avec un groupe A de patients qui avaient reçu abiraterone puis enzalutamide et le groupe B qui avait reçu enzalutamide puis abiraterone. On voit qu'il y a un petit peu plus de réponse en termes de PSA pour le premier groupe, mais finalement, en termes de survie globale, il n'y a pas de différence entre ces deux stratégies. Ce qui est intéressant, et comme vous l'avez souligné, c'est de s'orienter vers de la chimiothérapie avec le cabazitaxel, donc c'est l'étude CARD, qui avait justement regardé cabazitaxel versus abiraterone, et vous voyez que les courbes sont plus en faveur dans cette situation-là, des patients métastatiques réussissant à la cassation avec une progression de moins de 12 mois après une hormonothérapie de nouvelle génération, et bien vous avez un intérêt alors à aller vers le cabazitaxel. La combinaison, à rajouter l'enzalutamide à de l'abiraterone, vous avez cette étude claire qui vous montre que vous voyez, il n'y a aucun intérêt en termes de survie pour associer 2 nouvelles hormonothérapies de nouvelle génération. Donc un argument éventuellement de plus pour le cabazitaxel chez ce patient, c'est la réponse assez courte à l'hormonothérapie. Il a eu une sensibilité à l'abiraterone qui a été d'environ 9 mois, ce qui est donc moins de 12 mois, et donc c'est probablement l'indication de choix chez ce patient. Alors ce patient, en fait, il est antécédents familiaux et puis il a croisé le docteur Roset et donc il s'intéresse bien sûr à la mutation des gènes. Alors qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Alors, donc, les anomalies dans les gènes de réparation de l'ADN, elles sont fréquentes et surreprésentées chez les patients métastatiques, probablement plutôt parce que ce sont des patients qui ont un phénotype qui est plus grave, et donc il y a un biais de surreprésentation des patients mutés au stade métastatique par rapport au stade localisé. On retrouve des mutations dans les gènes de réparation de l'ADN au niveau germinal chez environ 10% des malades métastatiques et au niveau somatique 20%. Donc au total, on a en gros un gros tiers des patients
qui vont avoir des mutations à ce stade. Et donc les mutations sont principalement retrouvées sur le gène BRCA2 avec 9%, mais en fait il y a un panel de gènes qui est assez large, avec aussi ATM, CDK12, et j'en passe, je vous passe la liste complète. Donc la question qu'on se pose là et que François a très bien posée, c'est quand est-ce qu'il faut faire ce screening moléculaire pour les patients. Donc à l'évidence, au stade résistant à la castration, en deuxième ligne après une première HTNG, il faut absolument le faire à ce moment-là parce que ça va avoir des conséquences thérapeutiques en termes d'administration d'inhibiteurs de PARP. Mais en fait, il faut probablement le faire assez tôt et je rappelle que les recommandations européennes, elles sont de réaliser un screening moléculaire pour ces gènes chez tous les patients qui ont une maladie métastatique dès le diagnostic. Donc il faut le faire précocement. Pour quelle rentabilité ? En fait, on a l'expérience du screening des patients dans l'étude Profound. Et donc, on voit globalement que sur l'ensemble des patients qui ont été testés, 4000 patients, il y en a 2792 qui ont eu des résultats. Et on a en gros un gros tiers, comme je vous l'ai montré sur la diapositive précédente, qui présentent des altérations géniques dans les gènes de réparation de l'ADN et qui vont ensuite potentiellement être des candidats à des traitements. Donc les traitements, ce sont les inhibiteurs de PARP et en première ligne l'olaparib, sur la base de cette étude Profound qui est une phase 3, qui a testé l'olaparib en deuxième ou troisième ligne. Systématiquement, les patients avaient reçu une HTNG et 60% d'entre eux avaient reçu aussi des taxanes, soit du docétaxel majoritairement, mais aussi pour une part 19% du cabazitaxel. Il y avait 2 cohortes dans cette étude, patients mutés cohorte A, patients non mutés cohorte B. Et donc ce traitement a montré un bénéfice sur les 2 endpoints qui étaient les 2 endpoints principales, qui sont la survie sans progression radiologique et la survie globale ajustée une fois qu'on avait pris en compte les patients qui avaient fait un crossover et qui avaient reçu l'olaparib secondairement. Donc c'est un médicament qui est autorisé par les tutelles américaines, européennes, en deuxième ligne après un premier traitement par HTNG ou en troisième ligne après un patient qui a reçu HTNG plus taxane. Donc ça, c'est le résumé. Il y a un vrai engouement pour ces inhibiteurs de PARP. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Les 2 qui sont approuvées aujourd'hui, c'est donc l'olaparib, je vous l'ai dit, et aussi le rucaparib sur la base de l'étude Triton en troisième ligne après une HTNG et un traitement par taxane. Mais il y a une autre étude en cours qui est Triton 3 qui va permettre probablement aussi de les administrer plus tôt, d'administrer le rucaparib plus tôt après HTNG seul. Et ces traitements sont en train de remonter les lignes de traitement pour le cancer de prostate résistant à la castration sur la base de 2 études avec le niraparib et l'olaparib, que sont Magnitude et Propel, je crois, où le traitement est combiné avec l'acétate d'abiraterone en première ligne chez les patients qui sont métastatiques résistants à la castration, avec 2 études qui ont montré un bénéfice de ces traitements sur la survie sans progression. On a eu un accès précoce la semaine dernière en France pour le niraparib en combinaison avec l'acétate d'abiraterone en première ligne. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'en fait, François qui a toujours raison, il faut faire ces screenings moléculaires précocement parce que les traitements remontent en ligne petit à petit. Un petit peu de l'aspect le lutécium qui arrive progressivement, qui est actuellement proposé après le docétaxel, mais qui peut être proposé avant ou après le cabazitaxel. Des études sont en cours, les positionnements de cette stratégie thérapeutique est en train de se mettre en place. Un petit problème d'accès parfois à la molécule qui fait que certains patients sont probablement sous-traités ou pas traités précocement, mais clairement ça va arriver dans notre arsenal thérapeutique, tout comme le radium-223 qui lui aussi peut être aussi une arme thérapeutique pour ces patients. Alors quand vous voyez cette diapo, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'Alexandre Delataille a décidé de me la laisser. Je crois que c'est assez clair. Voici donc le résumé de cette présentation. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où on a une multiplicité de traitements dans cette situation métastatique résistant à la castration, et c'est une très bonne nouvelle pour les patients. Donc les thérapeutiques, elles vont dépendre des thérapeutiques antérieures évidemment, au stade d'hormonosensibilité, mais ensuite aussi au stade de résistance à la castration. Elles reposent globalement essentiellement sur le séquençage d'une chimiothérapie par taxane, docétaxel puis cabazitaxel, avec des hormonothérapies de nouvelle génération, abiraterone et enzalutamide, qui vont être séquencées première ligne, deuxième ligne. Mais comme je viens de vous dire, les inhibiteurs de PARP, et en particulier l'olaparib, est en train de trouver sa place en fait à tous les stades de la maladie résistante à la castration, en troisième ligne, mais aussi en deuxième ligne après HTNG chez les patients mutés, et même en première ligne en combinaison avec l'acétate d'abiraterone. Et puis enfin, vous avez donc les radiothérapies internes vectorisées, qui sont plutôt des traitements de troisième ligne, soit par le lutécium PSMA chez les patients qui expriment fortement le PSMA sur le PET, soit par radium-223 chez les patients qui ont des métastases osseuses symptomatiques. Voilà, et on conclut sur cette belle diapo illisible du CCAFU qui résume, je pense, très très bien la complexité quand même des stratégies de prise en charge de cette patient et la nécessité d'en discuter tous ensemble en réunion pluridisciplinaire. Je vous remercie.